IDFM Radio Anguin 98 de la bande FM. Bonjour à toutes et à tous, émission Retour aux sources. Aujourd'hui, nous allons retourner aux sources avec Guillaume Thuillet. Il est président de l'association Transition Project. Mais bon, Guillaume, tu vas déjà nous dire ce que tu as créé avant. Tu es tout jeune, hein, tu habites Argenteuil. Qu'est-ce que tu as fait avant ce fameux Transition ou Transition, je ne sais pas comment on dit, Project? Oui, alors effectivement, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées ces dernières années. Donc j'ai commencé en fait en traduisant les rapports du Webbot. Donc le Webbot, c'est un logiciel américain qui fait des prévisions pour le futur. Pour cela, il envoie des robots logiciels sur Internet. Il compile tous les mots-clés qu'il récupère et ça fait des courbes qui sont interprétées par le programmeur informatique. Et à partir de là, ils font des prévisions pour les mois qui vont suivre ou les années qui vont suivre. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai simplement trouvé un texte en anglais sur Internet. Je l'ai traduit. Et il s'avère qu'à l'époque, c'était une prévision pour octobre 2008. Et la vidéo a fait 56 000 vues en 2 semaines, donc en 2008. Et à partir de là, je me suis dit, waouh, cette vidéo elle marche bien, donc je vais continuer à essayer d'avoir les textes en anglais et à les traduire. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître sur Internet, et par la suite, j'ai été repéré par France 4, Direct 8, vous-même ici, IDFM Radio Anguin. Et le Canada aussi, je sais pas. Aussi sur Tactical FM au Canada, voilà. Alors ça, c'était en 2008, en octobre 2008. Là, on est en 2012, 4 ans après. Qu'est-ce que tu deviens? Alors, déjà, j'ai vendu mon entreprise d'hébergement Internet, que j'ai géré pendant 6 ans, pour me consacrer à l'écriture. Donc j'ai eu l'occasion de sortir un livre qui s'appelle Le système idéal, dont on a parlé également sur IDFM Radio Anguin. Ensuite, j'ai eu l'occasion de connaître l'économie basée sur les ressources, donc on pourra peut-être expliquer un petit peu plus tard ce que c'est. Et à partir de là, en fait, j'ai vraiment parlé avec beaucoup de gens, je me suis intéressé à beaucoup de sujets, l'énergie, l'alimentation, le transport, le logement, plein de sujets. Et donc j'ai amélioré mes connaissances là-dessus. Et du coup, un jour, j'ai eu l'occasion de participer aux rencontres francophones, dont on a eu aussi une émission l'année dernière avec 3 personnes qui étaient là-bas. Et quand je suis sorti de là-bas, en fait, je me suis dit waouh, mais déjà il y a plein de choses qu'on peut faire. J'entends des gens dire ouais, on n'a pas le choix, etc. Mais en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire quand on se renseigne sur toutes les possibilités humaines. Et puis je me suis dit surtout, ben voilà, on est dans une époque de changement, donc il faut réfléchir à un système qui permettra vraiment de bien gérer tout ça. Donc j'ai eu l'occasion de créer une première association qui s'appelait RBEHP, Resource Based Economy Human Project, avec 4 autres personnes. Le problème, c'est qu'au début, ça avait bien démarré. On avait commencé des tests en aéroponie. Donc l'aéroponie, c'est un système de culture hors sol. Donc il y a la géoponie, c'est les racines sont dans la terre. L'hydroponie, les racines sont dans l'eau. Et l'aéroponie, les racines sont dans l'air. Donc on a fait pousser des salades. Dans l'air? Oui, voilà, avec les racines dans l'air. Donc on a fait pousser des salades, on a eu vraiment de super résultats. On a eu en fait des salades qui ont poussé en 3 semaines. On a réussi à faire une salade arbre, c'est-à-dire une salade qui avait carrément la forme d'un arbre de 37 cm de haut. Donc il y a des photos qui sont disponibles sur Internet. Vous tapez rbehpfr.org. rbehpfr.org. Voilà, ça c'est l'ancien site de l'association, rbehpfr.org. Et vous trouverez, donc tapez salade aéroponique et vous trouverez, ou machine aéroponique, vous trouverez les photos. Donc ça a très bien marché. Et ensuite il y a eu une personne qui s'appelle Steven, qui habitait pas trop loin de chez moi, qui s'est intéressé à l'association. Donc je lui ai un petit peu expliqué ce que c'était que l'économie basée sur les ressources, quelle était un petit peu l'idée de l'association, ce qu'on voulait faire, etc. Et grâce à ça, en fait, moi j'avais la machine aéroponique, je développais les salades. Il faut une machine alors quand même. Oui, il faut une machine, voilà, qui coûte 149 €. Bon, il y en a d'autres, il y a plusieurs modèles, mais celle qu'on voulait elle coûte 149 €. Et tu fais quoi par le salade? Alors on peut faire salade, on peut faire tomates cerises, les fleurs, les épices. Aux États-Unis, ils font aussi pousser des sapins. Enfin, en fait, on peut faire pousser tout ce qui pousse au-dessus de la terre, quoi. Voilà, tout ce qui pousse à l'intérieur de la terre. Pas genre des carottes, des pommes de terre, ça on peut pas. Vraiment tout ce qui est au-dessus de la terre, quoi. Et donc Steven passait, il prenait les salades, il en a ramené à des adhérents sur Paris et tout ça, ça a bien fonctionné. Ensuite, on a commencé à créer un système de vote sur les projets, parce que le but c'était de développer des projets. Donc il y avait un système de vote. On lançait le projet dans la semaine et on votait le week-end, et le lundi il y avait le résultat du vote. J'ai donc proposé 3 projets majeurs en électricité, en nourriture, etc.
Et malheureusement, les autres personnes du conseil d'administration votaient tout le temps contre mes projets. Donc premier projet, bon voilà, deuxième projet, troisième projet. Et là, ça a commencé en fait à aller moins bien. Donc il y a eu une baisse de visites sur le site, de à peu près 12% en une semaine. Donc moi, étant l'administrateur du site, j'ai commencé à réagir en disant, vous voyez, on avait bien commencé, on avait atteint les 1000 visites par mois en 2 mois et demi, etc. Enfin, se calculer sur les 30 derniers jours. Et puis finalement, voilà, maintenant ça baisse et tout parce que voilà, les projets ne sont pas lancés, les gens sont déçus. Et donc les autres me disent non, mais on a eu raison de voter dans ce sens-là parce que ça ne respectait pas l'idée, la philosophie qu'il y avait dans l'économie basée sur les ressources. Et donc là, moi je me suis un petit peu mis en retrait. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai proposé que quelqu'un d'autre me remplace. Parce que je me suis dit, bah, écoutez, si vous estimez que moi en tant que président, ce que je fais, c'est pas bien par rapport au conseil d'administration, même si les adhérents semblent être de mon côté, je vous laisse la place. Donc on a fait un vote. Bon, les autres n'ont pas voté, il y a juste une personne qui a voté, du coup, une personne qui n'était pas d'accord avec moi est passée présidente. Et là, à ce même moment-là, dans la semaine, il a fait des propositions comme Guillaume ne doit plus protester sur le site, on doit retirer les messages qui ne sont pas en accord avec l'association, etc., etc. Et ça a créé, on peut le dire, un gros bordel sur une page de communication qu'il y avait sur le site. Et puis les adhérents, ben voilà, énervés, sont tous partis d'un coup, c'est tout ça. Donc on a perdu. Ça ne sert plus à rien. Voilà, c'était la première association, c'était RBEHP. Et donc du coup, ben, il y a eu le secrétaire trésorier qui a proposé très peu de temps après la dissolution de l'association, ce qui a été accepté par tous les membres. Et donc aujourd'hui, là en août 2012, on a signé les papiers pour la dissolution, voilà, il ne reste plus que quelques démarches avec la banque, etc. À côté de ça, donc, il y a eu 2 nouvelles associations qui se sont créées. Donc la leur qui est une association qui sera uniquement réservée aux franciliens, basée sur Paris, et le but est de créer une base autonome durable. Donc c'est un livre de Michel Drac qui s'appelle Base autonome durable, BAD, BAD. Donc qui permet en fait de créer un milieu autonome, une base autonome, c'est vraiment le mot porte bien son nom. Donc ça c'est leur idée, avec uniquement des personnes militantes et engagées et qui cotisent, etc. Moi à côté de ça, j'ai développé The Transition Project, qui sera une association ouverte à tout le monde, qui est universelle par nature. Et le but donc c'est de développer des projets en rapport avec l'économie basée sur les ressources. Donc je vais juste donner la définition pour que les auditeurs puissent bien comprendre ce que c'est. L'économie basée sur les ressourses est un système économique dans lequel les biens et les services sont obtenus sans utilisation d'argent, de crédit, de dette ou de servitude. Voilà, donc ça c'est ce type de système économique et c'est ça qu'on essaie de développer, qu'on essaie d'expliquer aux gens. D'ailleurs l'année dernière on en a parlé pendant 6 heures avec toi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes à aborder puisque ça touche vraiment tout ce qu'on peut imaginer, le travail, le logement, l'architecture, les villes, la nourriture, les loisirs, la conception informatique, ça touche énormément de domaines, donc ça c'est très long d'en parler. Mais bon, ceux qui veulent des informations, vous tapez simplement économie basée sur les ressources sur internet et il y a beaucoup d'informations en français maintenant. Et donc dans le cadre du Transition Project, il y a 4 catégories majeures qui sont alimentation, énergie, transport, logement. Ça c'est les 4 catégories majeures. Et ensuite, chaque personne qui a une idée, qui est en train de développer un projet chez elle, peut venir sur le site et le présenter aux internautes et aux adhérents. Donc en fait, vous présentez ça avec des photos, des vidéos, un article, et vous mettez tout ce que vous avez pour expliquer votre expérience. Et les gens peuvent communiquer avec vous sur le site. Et chaque mois, il y a un vote parmi tous ce qu'on appelle les projets amis. Et celui qui arrive dans le top, le premier, est subventionné par l'association pour continuer à développer son projet. Comme ça, en fait, les gens ont à leur disposition des projets qui sont, on va dire, open source, ouverts, libres d'accès, sur lesquels ils peuvent communiquer avec la personne qui gère, et peuvent voter pour le projet qui semble le plus important pour eux, ou même pour l'humanité, ou humainement parlant. Donc là, en ce moment, moi, j'ai lancé un sondage sur le site, justement sur ces 4 catégories, énergie, électricité, transport, logement. Donc là, bon, pour l'instant, les votes sont toujours en cours, donc j'attends les réponses. Et puis, on va, à partir de ce classement, prendre le projet qui sera le plus important pour les gens et le développer en priorité. Donc moi, j'ai déjà des travaux là-dessus, au niveau énergie, au niveau nourriture. Au niveau transport et logement, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais on peut aussi faire. Et donc, voilà un petit peu l'idée du Transition Project. Donc, il y a 2 styles d'inscription. Il y a les inscrits. Les inscrits, c'est comme un petit peu des sympathisants. Des gens qui veulent garder un contact avec l'association, avoir des informations,
agir bénévolement quand ils le souhaitent, etc. Ça c'est vraiment au choix. Et puis après il y a vraiment les adhérents qui donnent une cotisation à partir de 10 € par mois et qui eux aident vraiment à développer concrètement les projets, etc. Et le but de tout ça, c'est de, on va dire, d'acheter collectivement des choses, et ensuite ces choses, ça peut être donc de la nourriture, de l'électricité, etc., sont accessibles de manière universelle à tout le monde. Bon, en priorité aux adhérents pour l'instant, parce que l'association est très très jeune, et après aux inscrits, après à monsieur et madame tout le monde. Et donc on achète tout ça en commun, et ensuite c'est accessible vraiment à tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on achète? Alors bon, il y avait un projet dans la première association qui était au niveau nourriture, donc c'était des achats groupés. Donc par exemple, il y avait un projet au niveau de la pomme de terre qui a eu beaucoup des... enfin, on en a vraiment beaucoup parlé sur le site, parce que voilà, il y avait des différences d'opinion sur la façon de procéder. Donc le but c'était effectivement, avec les cotisations, de faire des achats en commun de pommes de terre. Et ensuite, une fois qu'on avait fait les achats en groupe pour avoir des meilleurs prix, on les livrait dans un endroit. Et après, chacun venait prendre ses kilos de pommes de terre gratuitement, c'était accessible à tout le monde. Et malheureusement, ça n'a pas été accepté par les autres membres du conseil d'administration parce que, en fait, eux voulaient que ça soit immédiatement bio, alors qu'au début, bon, le bio c'est un peu plus cher, donc on ne pouvait pas forcément faire ça au début. Et puis, bon, ils considéraient que le fait de passer par la grande distribution, c'était un petit peu faire un pacte avec le diable. Voilà, ah mais il faut passer par Planète Lila où les patates tu les as gratos, il suffit d'aller les chercher, ils ne savent pas comment faire. Je te dirai ça à la fin. Il y a plein d'idées qui peuvent être développées, hein, c'est pas le problème, mais le projet que moi j'avais proposé c'était ça. Et donc ça a été refusé pour les raisons que je viens d'indiquer, voilà, pour eux c'était un petit peu pactisé avec le diable, etc. Donc, ils n'avaient pas tout à fait tort, autant aller les récupérer. Oui, mais c'était vraiment un projet de lancement, je dirais. C'était, on avait une jeune association, on voulait faire quelque chose à niveau alimentaire, qu'il y ait un système entre guillemets de nourriture quasi gratuite pour les gens. Et voilà, ça a été refusé, donc c'est vrai que ça a cassé un peu le moral dans la sauce. Et donc je lui dis, mais alors qu'est-ce que tu proposes et tout? Il dit, on peut aller faire avec des producteurs, etc. Je lui dis, ouais, il y a juste un problème, c'est que si on va chercher des producteurs, qui va aller le dimanche matin dans les départements où il y a les producteurs pour aller chercher les pommes de terre? Et vous allez les stocker où? Parce qu'il faut les stocker aussi. Ouais, ça on avait un ami qui pouvait se débrouiller là-dessus. Mais qui va aller les chercher, qui va ensuite aller les distribuer à tout le monde en Ile-de-France, parce qu'il y avait des adhérents dans quasiment tous les départements d'Ile-de-France. Donc je dis, c'est facile de dire ça, mais toi tu habites dans le 94, tu as un vélo. Donc tu vas aller par exemple le matin dans le 77, tu vas aller chercher les 70 kilos de pommes de terre et tu vas les distribuer toute la journée en Ile-de-France. C'était difficilement gérable au début, quoi. Donc après moi je me suis renseigné, j'ai trouvé d'autres systèmes, etc. Et donc un système qui s'appelle la ruche qui dit oui, où donc c'est un système en fait où il y a des achats groupés auprès d'un producteur. Un apiculteur. Voilà, il l'amène chez une personne et ensuite la personne, tu vas chez elle et tu récupères les produits, quoi. Et donc ça c'était une idée aussi que je me suis servi aussi pour créer une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Food Friends, j'en parlerai un petit peu après, parce qu'il y a tellement de choses. Et donc dans le cadre de l'association, on était parti là-dessus et bon ça a raté à cause de ça. Donc là dans The Tradition Project, il y a 2-3 pistes qui sont envisagées. Donc déjà continuer l'aéroponie, on va passer, après les salades on va passer aux tomates cerises. Donc bon là il y a un petit peu de matériel à racheter parce qu'il y a les lampes de croissance, il faut les remplacer. Il faut se dépêcher parce que les tomates cerises c'est pas toute l'année. Hein. Avec l'aéroponie tu peux faire pousser n'importe quoi, n'importe quand. C'est ça l'avantage. Parce que comme c'est de l'agriculture indoor à l'intérieur, tu peux faire pousser en toute saison. C'est l'avantage, c'est-à-dire que la plante grandit dans un milieu optimisé au niveau lumière, nutriments, eau, voilà, tout, voilà, vraiment un milieu optimisé. C'est pour ça qu'on obtient de bons résultats en termes de croissance et de vitesse de croissance. Donc on va continuer là sur les tomates cerises, il y aura sûrement des achats groupés. Et après par la suite, effectivement, si un jour on a un terrain, etc., développer des techniques. Mais donc les techniques de base sont l'hydroponie et l'aéroponie, parce que c'est ce qui permet en fait de produire rapidement et à peu près tout ce qu'on veut. On peut même faire pousser des produits exotiques, c'est pas un problème. Donc ça c'est une technique en fait qui a été développée à la base pour les astronautes, pour développer des plantes en dehors de l'atmosphère. Et aujourd'hui on l'utilise aussi vraiment pour faire pousser des plantes de manière normale. Mais on pourrait aussi l'utiliser effectivement pour les pays en voie de développement, pour développer des salades, des tomates, etc. n'importe où, ou même d'autres plantes qu'ils ont localement, pour les développer plus vite et pour leur donner de la nourriture. Ça c'est une des solutions, mais il y en a plusieurs. Ensuite, au niveau électricité, donc là on est en train de tester une borne électrique, que j'ai d'ailleurs ramenée aujourd'hui ici dans les studios.
On dirait une grosse thermos, on en reparlera. Voilà, ça ressemble à ce que tu viens de Une grosse dire. thermos. Et donc on branche dessus un panneau photovoltaïque. Oui, ça je l'ai pas vu. Voilà, et ouais, je peux plus le ramener malheureusement parce que bon, c'est lourd. Voilà. Et non, c'est pas très lourd, bon, ça dépend du panneau, mais entre 3 et 5 kg en gros. Et ça a de la taille d'un tableau quoi. Et donc on branche dessus, tu laisses tourner ça pendant la journée, des fois il faut 1 à 2 jours pour que ça remplisse vraiment la borne. Et ensuite tu as une borne avec une prise 220 volts dessus, une prise USB. La borne c'est la grosse thermos. Voilà, et une prise de 12 volts, et après tu branches tout ce que tu veux dessus. Bon, le modèle que j'ai, c'est un modèle 150 watts, donc il y a 150 watts d'électricité dedans. Pour donner une idée, une télé c'est entre 50 et 60 watts, une télé, on va dire taille moyenne. Hein. Donc on peut faire tourner une télé 2 à 3 heures avec ça. Un ordinateur? Alors un ordinateur de bureau c'est pas possible parce que c'est 250, 280 watts. Tu donc parles ça des peut pas. tours? Ouais, les ordinateurs de bureau, ouais, les tours ça on peut pas. Un ordinateur portable c'est possible, donc un ordinateur 15 pouces c'est environ 60 watts. Un ordinateur 17 pouces c'est environ 90 watts. Donc j'ai déjà rechargé moi un ordinateur 15 pouces avec, donc pas de problème. L'ordinateur 17 pouces, comme c'est 90 watts, j'hésite à le faire, puisque comme je t'ai expliqué, on ne peut pas brancher un appareil de plus de 80 watts dessus. Donc ça risque de faire péter le fusible, donc c'est pour ça que j'hésite. Mais tous les appareils de moins de 80 watts, on peut mettre dessus. Donc ça c'est le modèle vraiment de base qu'on veut tester pour l'instant, et si c'est satisfaisant, on passera à des plus gros modèles. Donc il existe des modèles 350 watts. Tu peux faire tourner une machine à laver avec 350 watts? Non, non, ça on peut pas. Ni un four. Un four à micro-ondes, oui, si tu mets en puissance très basse, mais un four normal ou une machine à laver, tu peux pas. Mais il y a une autre technique, si tu veux vraiment faire tourner un four ou une machine à laver, il y a une technique. Donc si tu veux, les modules 350 watts, tu peux les chaîner. Donc tu peux additionner leur puissance. Donc tu peux en mettre jusqu'à 4. Donc tu as 3 fois 350 watts additionnés, donc on dépasse les 1000 watts. Donc là c'est encore assez juste pour une machine à laver ou pour un réfrigérateur. Mais aux États-Unis, ils sont en train de développer ce qu'ils appellent le Yeti 1250. Pour l'instant, ça existe en version 110 volts, donc c'est pas accessible encore en Europe, c'est accessible uniquement aux États-Unis. Donc là, tu as 1250 watts dans la batterie, tu peux enchaîner 2. Donc tu vois, tu dépasses les 2000 watts, et là effectivement tu peux faire tourner une machine pendant 1 heure. Un réfrigérateur, ça consomme pas beaucoup. En fait, ça consomme plus de 1000 watts. Après, ça dépend le modèle que tu as, bien sûr. Après, il y a plein de modèles, mais ça dépasse les 1000 watts. Maintenant, il faut savoir que normalement, alors c'est assez difficile parce que je n'ai pas eu le temps vraiment de m'y intéresser, mais normalement, il ne fonctionne pas 24 heures sur 24. Il y a des périodes d'arrêt, une fois qu'il est froid, en fait, il reste à etc. Donc, si tu veux, quand tu as par exemple 1000 watts, tu peux utiliser par exemple pendant une demi-heure, et en fait, ça va consommer que 500 watts. Voilà. Mais après il y a aussi la puissance de l'appareil. Comme je t'ai expliqué, la batterie, tu peux brancher dessus que des appareils d'un certain nombre de watts. Donc là sur les appareils 350 watts, donc ça c'est la puissance que tu peux on va dire enregistrer, que tu peux conserver quoi, ce qu'il y a dans la batterie, ce que tu peux consommer sur la batterie. Par contre ce que tu peux brancher dessus, c'est des appareils jusqu'à 400 watts. Et sur le Yeti 1250, normalement, tu peux monter, je crois, jusqu'à des appareils de plus de 1000 watts, etc. Donc là, effectivement, je pense que sur des petits fours ou sur des petits réfrigérateurs, ça doit être possible. En plus, il y a des appareils solaires maintenant en réfrigérateur, que tu peux coupler, etc. Mais ça, c'est des tests qu'on est en train de faire pour l'instant. Tu vois, on commence petit à 150 watts. Un réfrigérateur solaire. Voilà. En même temps, ça fait du froid et en même temps, ça prend le chaud. Alors, autre expérience que j'ai eu l'occasion dernièrement de faire aux rencontres francophones, on a monté un générateur à rhubarbe. Donc avec de la rhubarbe, on a réussi à générer de l'électricité. Donc le but c'était de faire du 12 volts. Bon là avec 2 pétioles de rhubarbe, on est monté à 11 volts 30. Et on peut encore monter plus. Voilà. Vous prenez de la rhubarbe et qu'est-ce que vous faites? Alors on prend de la rhubarbe, on couple avec du cuivre, du zinc pour faire les électrodes. Donc l'intérieur de la rhubarbe et l'électrolyte. Bon ça c'est un petit peu effectivement technique pour les gens qui se connaissent en électricité. Et on branche tout ça, donc c'est un branchement qu'on appelle le branchement en série pour augmenter le voltage. Et donc en branchant tout ça, on arrive à 11,30 volts d'électricité. Donc il faut savoir que pour recharger une batterie de 12 volts, une batterie de voiture, il faut que la tension soit égale ou supérieure. Donc à partir du moment où vous avez 12 volts ou supérieur, on peut techniquement recharger une batterie de voiture. Mais là vous n'êtes pas arrivé à 12 volts. Mais on peut monter, en continuant à chaîner en fait les bouts de rhubarbe, on peut monter quasiment indéfiniment. Il y a une expérience comme ça qui a été faite en Russie avec des pommes de terre. Alors ils en ont chaîné plus de 400 bien sûr. Et ils ont monté jusqu'à 220 volts, ils ont allumé une ampoule 220 volts grâce à ça. Quoi. Avec du végétal. Ouais, dans tous les végétaux, si tu veux, tu as l'électricité entre 0,50 volts et presque 1 volt pour certains.
Donc dans tous les végétaux, il y a l'électricité. Même une feuille de salade, hein. Moi j'ai testé avec une feuille de salade, il y a l'électricité dedans. Donc tu branches les électrodes dessus et tu as l'électricité. Donc c'est très faible bien sûr, mais ça marche. Et le but c'était de générer... le but c'était 12 volts, mais on est arrivé à 11,30, mais c'était juste avec 2 pétioles. Mais si on rajoute, on peut monter quasiment infini. Par contre, le problème avec la rhubarbe, c'est qu'au bout d'une semaine, l'intention l'a baissé à 2 volts. Et puis c'est devenu tout noir, et puis il y avait un petit peu comme de la mousse qui s'est créée dessus. Ça s'oxyde comme une batterie. Ouais, c'est en fait à l'intérieur, comme il y a les électrons qui... L'électricité, c'est des électrons qui circulent. Comme les électrons circulent, en fait, voilà, ça consomme tout et puis ça pourrit. Sur les pommes de terre, j'ai fait tourner ça pendant 2 mois. Donc ça dépend en fait des végétaux. Mais l'avantage de la rhubarbe, c'est qu'on peut la couper en morceaux de 3 à 4 cm. Et puis quand on branche les électrodes dessus, ça fait comme des petites piles. Donc en termes de place et de puissance, c'est un bon rapport place-puissance par rapport aux pommes de terre qui sont beaucoup plus grosses. Transition projet, on va faire une pause musicale et on va se retrouver tout de suite après sur l'antenne du DFM.